Mesdames, Messieurs, bonjour. Le nom de François Arago est aujourd'hui assez oublié. Hormis les scientifiques et les historiens, peu de gens le connaissent. Pourtant, de son vivant, c'est-à-dire dans la première moitié du XIXe siècle, il était une personnalité très connue. En tant que scientifique, bien sûr, mais pas seulement. Arago était aussi un homme public et un homme politique. Pourtant, rien ne laissait présager cette immense carrière. Né le 26 février 1786, dans la petite ville d'Estagel, qui se situe dans le département des Pyrénées-Orientales, François Arago grandit bien loin du Paris savant et de ses académies. En 1796, il est âgé de 10 ans, toute la famille déménage à Perpignan, et Arago intègre le collège communal de la ville. Alors il est assez intéressant de noter que jeune, disons enfant et adolescent, les sciences ne le passionnaient pas beaucoup. Il leur préférait très largement les lettres, il affectionnait la lecture des grands auteurs. La légende veut que ce soit à la suite d'une rencontre que le jeune Arago décide de bifurquer vers les sciences. Une rencontre avec un officier français qu'il rencontre à Perpignan. Alors Arago était jeune, il était très impressionné, très intimidé même. Il osa tout de même prendre la parole et lui demanda comment faire pour devenir officier. Et donc l'officier lui répondit très sèchement « Entrez à Polytechnique ». Arago présente cet événement comme une rupture dans sa vie. C'est-à-dire qu'à partir de là, pour lui, son avenir est désormais tout tracé. Il faut qu'il intègre l'école polytechnique et qu'il devienne officier. Mais loin de Paris, il dispose de très peu de ressources et de très peu de soutien pour préparer un concours très exigeant. Il parvient tout de même à se procurer des livres de mathématiques, les plus récents. Il se penche dessus nuit et jour. Et en définitive, son dur labeur est récompensé, puisqu'en 1803, il intègre l'école polytechnique. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, l'école polytechnique est une école de savants. C'est une école de savants parce qu'elle a été fondée par les savants, et c'est surtout les scientifiques qui ont contribué à dessiner son enseignement. Donc à l'école polytechnique, on enseigne exclusivement les sciences, et surtout les mathématiques de haut niveau. Et c'est pour cette raison que, très rapidement, l'école polytechnique s'impose comme une pépinière de jeunes talents dont les grands noms cherchent à s'entourer. Et c'est dans ce contexte que Arago attire l'attention de Pierre-Simon de Laplace, donc astronome, mathématicien, très célèbre, très influent, un homme du XVIIIe siècle essentiellement. C'est par son patronage que Arago intègre la Société d'Arcueil. La Société d'Arcueil, c'est un cercle de jeunes scientifiques français qui ont été réunis par Laplace et le chimiste Berthollet. Mais l'influence de Laplace s'étend bien au-delà d'Arcueil. Il est notamment l'homme fort de l'Observatoire de Paris, construit au XVIIe siècle. Un poste à ce moment-là est vacant. Alors, naturellement, Laplace pense à l'un de ses protégés pour le combler, et c'est ainsi que Arago entre à l'Observatoire de Paris en 1805 en qualité de secrétaire bibliothécaire. Alors, comme tous ses collègues, Arago se soumet aux exigences de l'Observatoire, consacre la majeure partie de son temps aux observations obligatoires et une partie de son temps libre à réaliser des travaux personnels. Mais un événement dont il ne put certainement pas imaginer les répercussions vint troubler sa routine. Alors, revenons quelques années en arrière pour comprendre. En 1792, nous sommes donc sous la Révolution, la Convention réclame que la méridienne de France soit mesurée. Cette mesure devra servir de base à la détermination du mètre. Pour effectuer cette opération qui est très délicate, on fait appel à deux astronomes confirmés, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain. Malheureusement, Pierre Méchain meurt avant d'avoir réalisé toutes les mesures nécessaires, et il y avait notamment des erreurs, disons, dans les données qu'il avait recueillies en Espagne. Donc pour compléter et pour rectifier le travail de Méchain, on fait appel à deux scientifiques jeunes cette fois-ci, Arago d'une part, et Jean-Baptiste Biot, qui est un autre protégé de Laplace. En 1806, ils partent tous les deux pour l'Espagne pour effectuer leurs mesures. Les mois passent, les résultats s'accumulent, jusqu'au moment où les deux aventuriers décident de se séparer. Jean-Baptiste Biot va rentrer à Paris, et Arago, qui a encore du travail, va rester en Espagne. Donc jusque-là, tout se passe très bien. Mais c'était sans compter sur les rêves de conquête d'un certain Napoléon Bonaparte, puisque en effet, là, nous sommes en 1808, et en 1808, Madrid se soulève contre l'invasion napoléonienne, et aussitôt, Napoléon déclare la guerre à l'Espagne, et donc Arago se retrouve pris au piège, puisqu'il est bloqué en Espagne, il ne peut pas révéler son identité, ce serait du suicide, on le prendrait pour un espion français. Bon, il se déguise, il est favorisé par sa parfaite maîtrise de l'espagnol, il parvient à s'échapper, à éviter la foule, il monte à bord d'un navire qui l'emmène à Alger.
Puis il monte à bord d'un autre navire algérien, destination Marseille. Mais le bateau est arrêté, Arago est emprisonné. Passons sur les détails de cette histoire absolument rocambolesque. Toujours est-il qu'en 1809, Arago arrive sain et sauf à Marseille. À son retour, il est accueilli en héros. Il est accueilli en héros parce qu'après tout ce temps, on croyait qu'il était mort. Mais grâce à cette entreprise scientifique qui a été, on le voit, très, très dangereuse, très périlleuse, il obtient l'approbation de la communauté scientifique, puisqu'en 1809, toujours, alors qu'il n'a que 23 ans, ce qui est extrêmement jeune, il est élu membre de l'Académie des sciences, ou plutôt de ce qu'on appelait sous la Révolution et l'Empire la première classe de l'Institut. Son entrée à l'Institut ouvre une période de sa vie particulièrement féconde en travaux scientifiques, dont les plus importants sont probablement ceux relatifs à l'étude de la lumière. Alors nous avons parlé il y a quelques instants de la Société d'Arcueil. Précisons. En fait, Laplace et Berthollet s'étaient entourés de jeunes talents pour pouvoir mettre en place un programme, disons, de physique et de chimie assez précis. Chaque disciple se voit alors attribuer une partie de ce vaste programme. Certains doivent étudier la chaleur, d'autres doivent étudier l'électricité. Arago et Jean-Baptiste Biot doivent se focaliser sur l'étude de la lumière, sur l'optique. Donc toutes les premières recherches d'Arago sont orientées vers l'optique. Il travaille d'abord sur la réfraction des gaz avec Jean-Baptiste Biot, puis sur la vitesse de la lumière, et enfin, et c'est là qu'il s'illustrera particulièrement, sur la polarisation de la lumière. Mais Arago se distancie rapidement de Laplace et de Jean-Baptiste Biot dès les années 1811-1812. Parce qu'à mesure qu'il s'enfonce dans ses recherches, il se persuade que l'approche de Laplace pour appréhender tous ces phénomènes physiques est incorrecte. Alors rappelons que Laplace défend la théorie corpusculaire de la lumière. Donc en un mot, pour dire les choses très schématiquement, Laplace considère qu'on a un flux de petites particules, ces corpuscules, de théorie corpusculaire, qui exercent une attraction les uns sur les autres. Arago ne voit pas du tout les choses de cet œil-là, d'autant plus qu'en ces années-là, il rencontre les travaux d'un certain Augustin Fresnel. Alors Augustin Fresnel, c'est un ingénieur assez obscur de province que à peu près personne ne connaît, mais qui défend une théorie alternative concernant la nature de la lumière, qui est la théorie ondulatoire de la lumière. Donc, pour faire simple encore une fois, la lumière serait une onde, et non ses corpuscules. Arago sort Fresnel de l'ombre. Il impose ses travaux à l'Académie et une vive controverse se fait jour entre les partisans de la théorie ondulatoire et les partisans de la théorie corpusculaire. Finalement, Fresnel et Arago en viennent à bout de Laplace et de ses disciples. L'issue de ce conflit, naturellement, est une étape majeure dans la carrière scientifique d'Arago, parce qu'il a osé faire face à une personnalité aussi importante que Laplace, et surtout il l'a vaincu, et il l'a vaincu à l'Académie, en se plaçant, en adoptant la posture d'un chef de file. La reconnaissance du monde savant est pour lui donc assurée. Mais parallèlement, dans les mêmes années, Arago devient plus généralement un homme public, très en vue de la société parisienne. Cette célébrité, il la doit essentiellement à son activité de vulgarisateur, c'est-à-dire de diffuseur de la science auprès du grand public. Il dispense notamment un cours d'astronomie à partir de 1812, un cours d'astronomie à l'Observatoire de Paris. C'est un cours gratuit, public, qui est parfaitement accessible aux personnes étrangères à l'astronomie et qui devient très rapidement un phénomène de mode de la vie parisienne que tout le monde va voir. Tout le monde connaît le cours d'Arago. Ceux qui n'avaient pas le courage d'aller affronter la foule qui se pressait aux portes de l'observatoire pouvaient toujours se rabattre sur les notices scientifiques d'Arago. Alors de quoi s'agit-il ? En 1795, une nouvelle institution scientifique entièrement dévouée à l'astronomie voit le jour. C'est le Bureau des longitudes. Le bureau devait prendre en charge 2 publications. La connaissance des temps, qui était destinée aux scientifiques, disons, et l'annuaire du Bureau des longitudes, qui était quant à lui destiné au grand public. Mais force est de constater que dans ces premières années, l'annuaire est une publication tout à fait mineure, qui a un succès très modéré. Ce n'est que dans les années 1820, lorsque Arago précisément s'impose à la tête du Bureau des longitudes, qu'il réinvestit cette publication en déperdition en y insérant des notices sur des sujets très divers qui passionnent beaucoup le public. Et donc, comme son cours, les notices de l'annuaire ont beaucoup de succès, ça devient une sorte de lecture majeure du public cultivé.
Arago faisait donc partie de ceux qui considéraient que la science ne devait pas rester exclusivement entre les mains des savants, elle devait se diffuser. Dès lors, il faut que le temple de la science, l'Académie des sciences elle-même, s'ouvre davantage au public. Cette vision, il était un des seuls à la défendre. Beaucoup de ses collègues académiciens n'étaient pas du tout du même avis et considéraient qu'au contraire, si la science se diffuse, eh bien irrémédiablement, elle va se détériorer. Dans ce bras de fer, c'est Arago qui gagne les premières batailles, notamment grâce à l'appui de Joseph Fourier, qui à ce moment-là est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Dans les années 1820, Arago et Fourier, ensemble, ouvrent les portes de l'Académie des sciences au public. Parce que le public, jusque-là, ne pouvait assister précisément aux séances publiques, et il n'y en avait que 2 par an. Désormais, c'est différent. Et surtout, plus important peut-être, ils ouvrent l'Académie aux journalistes. Donc, les journalistes viennent aux séances, ils écoutent les mémoires, ils peuvent même lire les mémoires, ils prennent des notes, et puis ils rédigent des articles qu'ils insèrent dans la presse, qui est alors en pleine expansion et qui peut bénéficier d'une nouvelle liberté. Donc Arago est un personnage qui s'insère dans ce mouvement-là. C'est un personnage en fait à double facette, puisqu'il est d'une part homme scientifique, il s'impose comme un homme scientifique, mais dans les mêmes années, entre 1810 et 1830, disons, c'est aussi un homme public. Cette deuxième période de sa vie se clôt magistralement, puisque en 1830, il est élu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Dans son nouveau costume de secrétaire perpétuel, sa première initiative consiste à poursuivre sa politique d'ouverture de l'Académie. L'événement marquant intervient en 1835, lorsque sont créés ce qu'on appelle les comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Donc c'est une publication qui émane de l'Académie elle-même, dans laquelle on retrouve tous les textes lus au cours de la séance précédente. Alors les comptes rendus avaient plusieurs objectifs. Le premier objectif était, disons, de contrebalancer la presse, puisque les journalistes scientifiques n'avaient pas toujours les capacités pour comprendre les mémoires des scientifiques, donc il y avait pas mal d'erreurs dans les articles qu'ils publiaient. Le deuxième objectif des comptes rendus était de créer une sorte de journal scientifique qu'on pouvait transmettre et qu'on pouvait faire circuler dans tous les établissements scientifiques européens. Et enfin, le troisième objectif, c'est celui que j'ai souligné, c'est continuer cette politique d'ouverture, puisque à présent, le grand public pourra se tenir au courant des faits et gestes des académiciens. La création des comptes rendus, donc en 1835, a provoqué un tollé. Les collègues académiciens d'Arago y voient encore une forme de despotisme de la part du secrétaire perpétuel. Alors, sans cautionner ces critiques très excessives, il est vrai tout de même que depuis son élection comme secrétaire perpétuel, Arago est tout puissant. D'autant plus que sa position s'est renforcée à l'Observatoire. En 1834, il devient directeur de l'Observatoire. Donc Arago, c'est un véritable mandarin, c'est un grand patron de la science, il règne à l'Académie, il peut y imposer plus ou moins qu'il le souhaite. Et l'illustration la plus éclatante peut-être de son immense influence se révèle en 1839, lorsque Arago annonce la découverte du daguerréotype, c'est-à-dire l'ancêtre de la photographie. Alors bien sûr, aujourd'hui, rétrospectivement, on sait à quel point la photographie peut être considérée comme un instrument scientifique. Mais ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Et d'ailleurs, les inventeurs du daguerréotype, Louis Daguerre et Nicéphore Niepce, n'étaient pas du tout des scientifiques. C'était des amateurs ou des inventeurs, si l'on veut, qui concevaient surtout la photographie dans une optique artistique. Donc c'est Arago qui en fait un événement scientifique du XIXe siècle en mettant en scène cette découverte à l'Académie des sciences. C'est donc un homme très influent. Cette influence, il la doit d'une part à son rôle de secrétaire perpétuel, mais pas seulement. Sa surface, qui est déjà considérable, s'étend davantage lorsqu'il double sa carrière scientifique d'une carrière politique. 1830 n'est pas une année comme les autres, puisqu'elle a connu les journées révolutionnaires de juillet, qui voient le régime de la Restauration s'effondrer, pour donner naissance à la monarchie de Juillet. Cette révolution a marqué l'acte de naissance de la vie politique d'Arago. Jusque-là, il défendait des valeurs libérales, les valeurs héritées de la Révolution, disons, mais il ne s'était jamais vraiment prononcé politiquement. En 1831, il franchit un cap, puisqu'il souhaite devenir député, et donc il se présente pour devenir député.
Alors naturellement, il se présente dans son département natal, les Pyrénées-Orientales. Il gagne l'élection de 1831 sans trop de peine, puis celle de 1834, puis de 1837, et ainsi de suite, jusqu'en 1849. À la Chambre, il siège à l'extrême gauche, aux côtés des quelques représentants républicains, et comme eux, il tient des vues assez progressistes sur les grands sujets politiques et sociaux. Il se prononce notamment pour le suffrage universel masculin en 1840. Par toutes ces prises de position, il devient l'une des figures de ce qu'on appelait l'opposition républicaine au régime. Si bien que lorsque la monarchie de Juillet est renversée, puisque la monarchie de Juillet est renversée en février 1848, elle laisse la place à la Deuxième République. La Deuxième République crée un gouvernement provisoire, et Arago fait partie de ce gouvernement provisoire pour diriger le pays. Il est d'abord ministre de la Marine et des colonies, avant d'occuper quelques mois plus tard le poste de ministre de la guerre. Alors peut-être que deux initiatives essentiellement sont à retenir du temps où Arago occupait ces postes. D'une part, l'abolition des peines corporelles dans la marine, et d'autre part, peut-être encore plus important, sa participation active à l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Mais son passage à la tête de l'État fut assez bref, puisqu'il est malade, il est presque aveugle, il est vraiment à bout de force, et donc sentant la fin approcher, il consacre l'essentiel de son temps à réunir ses écrits en vue d'une publication. Mais disons que son passé politique le rattrapera une dernière fois. En décembre 1851, la Deuxième République est à son tour renversée par Napoléon III, qui réalise un coup d'État, et ce coup d'État marque la naissance du Second Empire. En tant que directeur de l'Observatoire de Paris, théoriquement, Arago devrait prêter serment à l'Empire. Mais par respect ou plus probablement pour éviter d'afficher une répression trop vive, Napoléon III exempte Arago du serment. De toute manière, il n'aura pas à se soucier encore longtemps de lui, puisque le 2 octobre 1853, alors âgé de 67 ans, Arago rend son dernier soupir. Ainsi s'achève la vie de celui dont Alexander von Humboldt disait qu'il était le meilleur cœur et la plus forte tête de son époque. Je vous remercie. Merci pour ce magnifique exposé. Vraiment très intéressant. Donc, comme on a décidé, nous allons prendre deux questions hyper urgentes, une à gauche, une à droite. Oui, Guylain de Marcilly. Oui, merci pour cet exposé sur Arago, c'était passionnant. Il y a un point que j'aimerais bien que vous précisiez. Je crois que Arago a été membre du conseil municipal de Paris. Et pourquoi ça m'intéresse? C'est parce qu'il a décidé à ce moment-là, membre du conseil, de faire un forage profond à Grenelle qui a permis de faire retrouver à 600 mètres de profondeur des eaux d'une très grande qualité qu'on utilise aujourd'hui encore. Mais il n'est pas du tout géologue, c'est un travail de géologue qu'il a fait là. Oui. Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, alors... Non, oui, c'est bon. Alors oui, en effet, c'est vrai que Arago a été membre du conseil municipal, le conseil municipal de Paris. Je dirais qu'en fait, Arago... D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez rester face. D'accord. Je dirais que Arago, oui, évidemment, c'est un travail colossal. Je pense simplement que, comme je disais, il a une influence tellement considérable qu'il peut exercer... Il a la main, disons, sur l'Observatoire de Paris, sur l'Académie des sciences, il siège à la Chambre, il est au Conseil municipal de Paris, comme vous l'avez souligné. Donc je pense, oui, qu'il a une influence tellement considérable qu'il a pu imposer cela, oui. Mais voilà. Merci.